Passerat qui nous fait ce plaisir et cet honneur. Il fera revivre pour nous le pays de Verdun au début du Moyen-Âge, à l'époque où les familles seigneuriales et les ordres religieux s'associaient pour fonder les sauvetés. Monsieur Larrey, c'est à vous la parole, mais avant je vais saluer notre maire qui nous fait le plaisir d'être présent. Merci. Je vais dire un petit mot, monsieur le maire. Là, c'est bon. J'ai mis sur 6-2, c'est pas grave. C'est fou. Je suis au fond de la salle. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ravi d'être ici. Quoi dire, à part que le groupe Histoire du au-delà de Verdun et nos alentours, et le travail qui est mené à travers tous les bénévoles du groupe Histoire est utile à plusieurs niveaux. En tout cas, en ce moment, comme tu le disais au début, l'enjeu de culture et de notre patrimoine et de notre histoire est important à faire reconnaître pour notre avenir. Donc, merci à vous de votre présence et de vos animations. Voilà, alors d'abord, je vais vous présenter des excuses parce que j'ai passé plus d'une heure hier à préparer 7 ou 8 images en couleur, dont celle de la charte de Saint-Sardos. Et puis quand je suis arrivé ici, que j'ai préparé la clé pour la y mettre, pour la porter, je ne sais pas où je l'ai posée, pas dans le bon voyage. Donc je ne l'ai pas, j'ai les vieilles photos là, j'ai des photocopies aussi de la charte de Saint-Sardos. Pour ça, je ne vais pas parler surtout de Saint-Sardos, je vais parler de Verdun, vous allez le voir, et du rôle qu'ont joué justement les seigneurs de Verdun, et en même temps dans l'Église, dans un moment très important qui est celui de la création de ce qu'on appelle les sauvetés. Et vous allez le voir, c'est intéressant dans l'histoire de l'habitat au Moyen-Âge. En fait, on peut dire qu'il y a 3 périodes dans l'histoire du peuplement et de l'installation de nos villages. La période la plus ancienne, qui est celle des castrous, le mot au singulier ou castra au pluriel, qui a donné en occitan castel. Ce sont les villages qui sont situés sur des hauteurs, c'est les plus anciens, en général un peu avant l'an 1000, entre 900 et 1000, si vous voulez, le type même en est Verdun, justement, c'est-à-dire autour d'un château féodal, des villages qu'on appelle d'ailleurs souvent l'Ufecce, parce qu'ils ils sont en longueur, il n'y a qu'une rue, et ils sont étroits. Oui. Donc le vieux Verdun, autour de l'église, le château était à côté, et jusqu'au bout, au point de Vieux-Jeville, ça s'arrête, hein, puisque ça séparait de la Bastille qui sera construite plus tard. Donc là, vous avez ce castrum ancien en longueur, vous avez l'Ozerte qui est dans ce type-là, et qui a donné aussi des castellos, on appelle aussi, c'est-à-dire autour du château, une population qui s'installe. Donc on va avoir les seigneurs de Verdun à l'époque du castrum. Deuxième étape, c'est justement celle des sauvetés qui va nous intéresser, qui est à peu près à ce moment-là, dans les années 1050 jusqu'à 1100 ou 1150. Et ensuite, nous verrons arriver la grande époque des Bastides, au XIIIe siècle, plus de 500 Bastides dans l'espace aquitaine, qui sont, par exemple, les grandes villes de Grenade, de Beaumont-de-Lomagne, par exemple, que nous avons à côté de chez nous. Donc nous sommes dans cette période-là, et à ce moment-là, quand on dit sauveté, on dit alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et on va partir de très haut, justement, dans cette période qu'on appelle la réforme grégorienne. C'est-à-dire que nous sommes au moment des années 1100, un peu avant, où l'Église décide de se réformer, ça en a toujours besoin, et c'est de là d'ailleurs que va venir l'imposition du célibat des prêtres dans l'Église depuis le Moyen-Âge de manière très forte. Donc il y aura une réforme morale du clergé, si vous voulez, et il y aura aussi une réforme politique qui est déjà plus difficile, c'est la volonté de récupérer les biens d'église qui ont été accaparés par les seigneurs locaux. C'est-à-dire qu'il y avait eu une mainmise des petits seigneurs locaux, si vous voulez, sur les biens d'église, à tel point, justement, et c'est pour ça qu'on explique d'ailleurs la création du célibat et l'imposition du célibat, c'est-à-dire que les familles s'étaient appropriées les biens d'église et envoyaient les biens d'église, les abbayes, les paroisses, les évêchés, être offerts en succession dans les familles aux bâtards, aux enfants, etc., de ces prêtres qui étaient mariés ou remariés ou qui avaient des maîtresses, etc. Donc, alors, il fallait mettre fin à tout ça. Et qui est-ce qui a dirigé
cette campagne de moralisation et cette politique, en quelque sorte, de restitution des biens d'église, eh bien, ce sont les abbayes, on va voir le rôle des abbayes dans la création des sauvetés, et ce sont, au sommet là-haut, les papes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande réforme de la papauté qui se fait. Elle a été très mauvaise, la papauté, autour de la 1000, mais après elle s'est un peu réformée. Et donc on va commencer par une abbaye d'abord, l'abbaye de Moissac, parce que l'abbaye de Moissac est la plus importante, la plus ancienne dans la vallée de la Garonne. Et à ce moment-là, à l'âge roman, au moment où elle construit justement le fameux cloître qui est construit en 1100, nous entrons dans ce qu'on appelle le siècle clunisien de l'abbaye de Moissac, c'est-à-dire le moment où elle se rattache à la grande abbaye de Cluny en Bourgogne, qui domine à ce moment-là toute la chrétienté, qui va avoir plus de 9000 fondations dans toute l'Europe, c'est assez impressionnant, et donc toutes ces fondations sont rattachées à Cluny, et l'entrée de Moissac dans la grande famille monastique de Cluny s'est effectuée en plusieurs étapes. Un premier abbé venant de Cluny, l'Auvergnat Durand de Bredon, qui est abbé de 1048 à 1072, est choisi et désigné par l'abbé Odon de Cluny, c'est-à-dire que nous avons un système féodal, le super abbé de Cluny désigne les abbés de chacune des abbayes de la chrétienté. Il n'y a plus ce qui se faisait avant, une démocratie locale, qui faisait que chaque abbaye avait le pouvoir d'élire ses propres abbés à l'intérieur de son monastère. Et il viendra donc en 1048, le vieux Odon de Cluny, à l'âge de 86 ans, dans son dernier voyage dans le Quercy, à Carénac, propager l'idéal de la réforme en direction de l'Espagne, parce que Moissac va être à ce moment-là le pivot pour permettre l'implantation de Cluny avec la Reconquista qui se passe en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées. L'approbation officielle de l'entrée de Moissac dans l'ordre de Cluny se fait le 29 juin 1053 pour la fête de Saint-Pierre, et l'abbaye reçoit le comte de Toulouse. Les autorités locales y sont au plus haut niveau, Pons, l'évêque de Cahors, l'abbé Hugues de Cluny, le grand patron, et cet acte solennel témoigne de la protection accordée à l'abbaye par le comte de Toulouse avec le consentement de sa femme Almodis et des princes d'Aquitaine, ses sujets. Et à ce moment-là, il y a d'ailleurs un événement très important, c'est la fin de ce qu'on appelle les abbés séculiers de Moissac. L'abbaye avait un abbé spirituel qui dirigeait les moines, et une espèce de chef militaire, l'abbé séculier, qui avait pris le pouvoir parce qu'il avait l'épée et la violence, et il imposait sa loi à tout le monde, et à ce moment-là, on va réduire tous ces petits seigneurs locaux. En 1115, le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, le fondateur de Montauban, renoncera à l'investiture d'un abbé militaire, et à la suite d'une nouvelle intervention du comte, en 1130, le dernier abbé de ce type, le dernier abbé militaire de Moissac, Bernard de Montancès, cédera tous ses droits à l'abbé Roger. Et Durand de Bredon va entreprendre à ce moment-là un grand mouvement de restauration de l'abbatiale qui aboutira à la consécration de l'église en 1063. On considère que la pierre, qui d'ailleurs, je vous aurais montré à Moissac, dans le cœur de l'église, qui rappelle cet événement, nous rappelle donc cette grande date. Et ce mouvement de réforme donc, va se traduire par la création de sauvetés, c'est-à-dire l'implantation de l'Église pour protéger les fidèles, pour protéger les populations contre la violence guerrière qui se développe à l'époque où tous les seigneurs se faisaient la guerre entre eux. Et qu'est-ce que c'est qu'une sauveté? Vous allez le voir dans les textes, c'est tout simplement mettre sous la protection des croix, on plante des croix, tac, 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 et tout ce qui est à l'intérieur de l'espace délimité par les croix, est une salle d'état, est un lieu protégé où les gens seront normalement empêchés d'être agressés. Ça n'empêchera pas, vous verrez, mais chaque fois qu'il y aura une agression, il faudra en rendre compte à l'abbé et il faudra payer une taxe. Et c'est comme ça que l'Église va s'enrichir et qu'elle va pouvoir financer la Reconquista. Alors, l'abbaye de Moissac a 5 sauvetés qui sont faites avec le soutien des seigneurs de Lomagne, de Bruniquel. Les abbés de Moissac en ont fondé 5. Belmont, la plus ancienne, en pays toulousain, près de Villeneuve-sur-Tarn, sous l'abbatiale de Durand de Bredon. Saint-Cernin de Siorac, qui deviendra Saint-Mafre, à côté de vous savez, de Négopolis, là-bas, et de Bruniquel. Il y a un très beau cloître, enfin, une très bonne sculpture romane qui rappelle celle de Moissac. Ensuite, la Salvetat Majouze,
devenue la salle de table Belmonte. Alors, le sauveté, des fois, on la devine grâce à son nom, la salle Bétate. Et elles ont été développées avec l'appui des seigneurs bruniquais. Et la plus célèbre des sauvetés moissagaises est la dernière, celle de Saint-Nicolas de la Grave, fondée, elle, beaucoup plus tardivement, en 1135. Vous voyez, nous sommes dans un mouvement qui commence autour des années 1100 et qui finit vers les années 1150. La sauveté de Saint-Nicolas est très importante parce que nous savons qu'en 1097, le seigneur de Lomagne, qui attaquait l'abbaye, qui s'appelait Vivien, le seigneur de Lomagne, Vivien, va mettre fin, avec l'abbé de Moissac, aux activités séditieuses de l'abbé Chevalier, justement, Gosbert de Fumel, qui semait la terreur sur les rives de la Garonne. Et voici ce que dit le texte. Il jurait sur le très saint autel de Saint-Julien, à côté de Moissac, pendant qu'on y avait posé une multitude de reliques, de tenir ce qu'on appelle en langue vulgaire la salvetate, pour que tous les hommes, entre les croix établies dans ce but depuis longtemps, comme cela se fait en d'autres lieux, puissent être protégés. Pareillement, il confirma, il jura qu'il ne ferait jamais plus la guerre à cette ville, qu'il n'y tiendrait plus de guerriers, sauf pour l'honneur de Saint-Pierre et pour arrêter un malfaiteur. Et ceci avec l'approbation et la volonté des seigneurs de ce lieu. Il n'exigerait, il ne recevait plus de mauvaises coutumes, etc. Donc, vous voyez, on met les chevaliers au pli et ils acceptent de vivre autour d'un lieu plus pacifié. Ce scénario va se reproduire, c'était en 1097, pour la fondation exacte, la date que vous dites, de Saint-Nicolas en 1135, où le vicomte s'accède et la vicomtesse Sibylle de Lomagne prête serment sur l'autel du saint protecteur des mariniers. La nouvelle communauté villageoise est établie autour de l'église des filles et le village est entouré d'une clausure, c'est-à-dire un mur de clôture. Et nous avons donc là une des plus célèbres sauvetés. Saint-Nicolas de la Grave est créé la même année aussi que Montèche, en 1137, qui est un village fondé par les comtes de Toulouse dans cette région pour protéger le nord de Toulouse de l'agression qui était possible de par les Plantagenets qui venaient de la direction de Bordeaux. Et nous aurons ensuite la création de Montauban en 1144. Vous voyez, il y a une floraison de villes qui apparaissent à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'aussi, on va voir se construire une série de sauvetés dans cette zone autour, entre Toulouse et Montauban, le futur Montauban, qui correspond à la vallée du Tarn, et la plus célèbre de sauvetés que nous allons trouver la plus près de chez nous avant d'arriver à celle de Saint-Sardos, ce sera justement celle de Grisol. Et avant d'arriver à Grisol, justement, et je vous ai dit qu'il y avait les abbés, les moines, qui ont favorisé la création de sauvetés. Nous verrons tout à l'heure le rôle à la fois des abbés du Masgrenier et le rôle des abbés de Moissac pour la création aussi de Saint-Sardos. Donc, il y a l'intervention d'un pape. Le pape Calixte II, qui est Guy de Bourgogne, qui faisait partie des comtes de Bourgogne, qui a été donc, à la mort de Géalas II en 1119, élu pape, alors qu'il se trouvait à Cluny. Il était en voyage à Cluny, et on la voit l'élire pape de Rome, donc, et il est élu par surprise le 2 février 1119. Il élève sa ville épiscopale, qui était Vienne en France, en primatie de toute l'Occitanie, avec comme dépendance Bourges, Bordeaux, Auch, Narbonne, Embrun et Arles. Donc lui, il favorise la politique de notre région, en quelque sorte, dans l'espace de l'église de l'époque. Et il va faire un petit tour de Cluny à Vienne jusqu'à Montpellier. Et le 8 juillet, il préside un concile à Toulouse. Vous savez qu'il y a les conciles qui se produisent à Rome, on entend parler des grands conciles, mais il y a aussi des conciles locaux, c'est ces fameux conciles grégoriens, réformateurs, où les papes se déplaçaient et venaient sur place imposer les réformes de l'Église. Donc nous nous trouvons le 8 juillet, à Toulouse, où il attaque donc les deux grands péchés, à l'époque on appelait la simonie et le nicolaïsme. La simonie, c'est le trafic d'argent dans l'Église, et le nicolaïsme, c'était les clercs qui manquaient à la chasteté, si vous voulez. Et il y a d'ailleurs la première condamnation à l'occasion de ce concile d'un hérétique, ça annonce les cathares qui vont commencer à arriver, les disciples de certains Pierre de Bruys, qui commençait à être un ermite prédicateur, qui dérangeait un peu la région. Et la venue de ce pape, dont on dit qu'il mourut dans la paix de l'Église qu'il avait établie
avec l'aide de Dieu, est marqué par un élément très important, c'est que de son voyage en repartant vers Montpellier, il s'est arrêté, il est passé dans notre région, au-dessus de Toulouse, et il va créer la sauveté de Fronton, qui est exactement de cette époque, 1119, 1120. Il dormira d'ailleurs à l'abbaye de Montauban n'existait pas encore, qui est donc l'ancêtre de Montauban, si vous voulez, là où est maintenant le conseil départemental, et il va donc réaliser à ce moment-là la fondation de Fronton, au centre du plateau. Un embryon de village existait au début du XIIe siècle. L'église avait été consacrée par le pape, donc lorsqu'il est passé le 18 juillet 1119, allant de Toulouse à Saint-Théodard, et ce sont les hospitaliers, c'est-à-dire les ordres militaires, qui vont jouer ici leur rôle. Vous pouvez dire que dès qu'il y a une forêt quelque part, une grande forêt, la forêt de Bouconne, la forêt de Montèche qu'on appelait autrefois la forêt d'Agre, c'est dans ces régions-là que vont s'installer les Templiers et les Hospitaliers. Et dont les Templiers et les Hospitaliers vont être à l'origine d'un tas de sauvetés, où ils vont aussi créer des villages sous la protection de l'Église. Et donc, la première donation pour Fronton est faite le 21 octobre 1120 par quelques seigneurs, sous le conseil d'Amélius, c'est cet évêque Amiel qu'on va retrouver à Saint-Sardon, qu'on va retrouver dans la fondation de Grande-Selve, l'église Saint-Saturnin, et on crée aussi la sauveté de Noïc, donc qui est actuellement dans le Tarn-et-Garonne, aussi en 1120, et vers le même temps, une concession charitable suggérée du lieu de Fronton, concession suggérée parce que tout y est manifestement prévu pour la création d'un peuplement important et pour la mise en valeur du pays. Le principal donateur, Ponce Bernard, assigne 300 casals pour faire un village. Un casal, c'est un emplacement de maison. Donc à Beaumont, comme il voyait grave, au XIIIe siècle, en 1278, il y en aura 1000 emplacements, mais là il y en a 300. Et les habitants de cette sauveté pourront étendre leur labour sur ces terres, planter de la vigne, et ensuite faire des vendanges en donnant une partie donc aux religieux. Un acte de 1122 parle des fondateurs qui se sont mis à l'œuvre rapidement. Les croix ont été implantées, la sauveté est tracée, et ces nouveaux casals de Fronton sont définis. Même on a l'emplacement des maisons, on peut donner la surface de chaque maison. Et il y a la fondation d'Orgueil, qui est dans la même région, Noïc, Orgueil, Fronton, où les moines soldats agrandiront leur domaine dans la vallée du Tarn avec l'acquisition des églises de Rojol, de Sainte-Raphine et de Moulis, c'est un lieu-dit, vous savez, à côté de Régnès. Et là, nous avons aussi la présence donc, des hospitaliers qui étendirent leur domaine jusqu'aux portes de Montauban, à Verriaguet, et ensuite dans la région de Castel-Sarrazin, puisque l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem sera présent avec une place très grande pendant tout le Moyen-Âge à Jérusalem, et à Castel-Sarrazin, pardon, et vous savez qu'il y a pas loin de là aussi la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu du Temple, qui sont aussi donc très présents dans cette région et qui vont aussi réaliser donc, la fondation d'une ville sous la protection des Templiers qui nous intéresse particulièrement. Et donc vous voyez que là nous avons déjà une première implantation, si vous voulez, qui est réalisée par les hospitaliers et les Templiers. Alors j'ai parlé de Grisole. Grisole est encore notre sauveté, qui est très intéressante, parce que celle-là, elle ne vient pas des bénédictins, elle ne vient pas des ordres militaires, mais elle est liée à la possession de Saint-Cernin, les religieux, les chanoines, qui géraient l'église de la basilique actuelle de Saint-Cernin, et qui était une sorte de monastère à l'intérieur de la ville. Donc les religieux de Saint-Cernin vont s'établir au nord de Toulouse, et ils ont une possession depuis très longtemps dans cette région, et ils vont fabriquer sur un lieu qu'on va baptiser Ecclésiolis, Ecclésiolas, ça veut dire grisole, ça va donner en occitan, ça veut dire petites églises. Grisole, c'est grisole, petites églises. Et donc c'est sur ce lieu que nous avons l'établissement de plusieurs lieux d'église dans cette vallée qui va vers Castel-Sarrazin, vallée de la Garonne, où il y avait déjà un chef-lieu très important
qui s'appelle Villelongue, c'est-à-dire que nous étions sous la direction, dans le nord de Toulouse, dans un archidiaconé, puisque nous sommes à l'époque uniquement dans le diocèse de Toulouse, il n'y a pas de diocèse de Montauban encore, donc nous sommes dépendants de Toulouse, jusqu'au nord du diocèse de Toulouse, qui allait au pied de Moissac. Moissac, de l'autre côté de la Garonne, se trouvait en Quercy et n'était pas dépendant de Toulouse, dépendait là-haut de Bourges, et tout ce qui était au nord de Toulouse, depuis Narbonne jusqu'à Castel-Sarrazin, si vous voulez, dépendait de Toulouse, donc grand évêché de Toulouse, et sous la direction de Narbonne. Et donc nous sommes dans la domination de Toulouse, et c'est pour ça que Saint-Cernin s'implante dans cette région. Par exemple, alors où c'est qu'on le trouve, l'information? On la trouve dans le fameux cartulaire de Saint-Cernin, c'est-à-dire qu'il y a un gros document qui a été édité scientifiquement il n'y a pas longtemps par Pierre Gérard, et c'est là que je suis allé voir tous les actes. Donc, par exemple, on dit que Gérard de Roquefort, qui s'est emparé de l'archidiaconé de Villelongue, met plus de 20 ans à rendre ses possessions au monastère de Saint-Cernin, et il reste captif, ils le punissent les moines, ils lui font faire une donation solennelle pour restituer les biens vers 1107, et nous sommes toujours après 1100, il reste captif entre les mains de l'abbé de Saint-Cernin. On a découvert d'ailleurs le curé de Saint-Cernin, actuellement, il fait visiter dans les caves de l'église de Saint-Cernin, ce qui était sûrement la prison en question. Il reste captif de l'abbé de Saint-Cernin tant qu'il n'aura pas tout payé, et il fait un échange, donc, et on le lui moyenne quand même au prix d'un joli cheval. Hein. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans les actes monastiques, souvent, on le voit pour Grand-Selve, chaque fois que quelqu'un fait une donation, à récompense, on lui offre un poulet ou un joli cheval. Donc c'était l'époque des chevaliers, donc il fallait exempter les fils de belle famille en leur donnant un joli cadeau. Et parmi les témoins, vous voyez, de cet acte de 1107, il y a un certain Reynaud de Fignan. Donc, vous voyez, on voit bien que les familles de la région sont intéressées, et un autre aussi qui est de Corvarieux. Et donc, toute cette vallée du Tarn là est sous l'influence des abbés de Saint-Cernin et participe à ce mouvement de donation, de restitution de dîmes ou de restitution de biens d'église qui se fait sous forme de donation déguisée, quelquefois de rachat, et qui permet. Alors la date importante, on n'est pas loin de la fondation de Saint-Sardos et de la création des plus grandes sauvetés comme 1135 avec Saint-Nicolas, puisque c'est 1155. On peut dire que c'est pour l'Annonciation, le 25 mars 1155, qu'a lieu vraiment la charte de fondation de la ville de Grisol, de la sauveté de Grisol, avec le partage de ce qu'est les possessions, ce que sont les possessions des religieux et les possessions qui sont celles des seigneurs locaux. Et là, c'est le seigneur de Verdun qui apparaît là dans ce document. Alors, sous la protection et sous la haute autorité de Raymond V, comte de Toulouse, le paréage, ça s'appelle un paréage, c'est une entente qui est faite entre le pouvoir civil et le pouvoir spirituel. Hugues, abbé de Saint-Cernin, Arnaud de Verdun et son frère Arnaud Gosbert signent un accord touchant la fondation, l'édification, la garde du Castelnau de Grisol. Le comte et ses pariers se partagent par moitié les oublis des Casals se trouvant dans l'enceinte. Les oublis, c'est les impôts que paient les gens, c'est le droit d'habitation, c'est la taxe d'habitation. Du Castelnau, on parle de Castelnau, puisqu'il y avait un château avec des seigneurs et on construit une sauveté tout autour. Les droits de justice, qui sont dus par les tenants du fief, l'abbé ayant des fiefs situés hors de l'enceinte, les fours, les droits coutumiers. L'abbé se réserve la forge à l'usage des hommes naturels du Castelnau. Les nouveaux venus doivent avoir une autre forge avec un autre forgeron, etc. L'église, son patrimoine, tous les prémices, les récoltes, tout est prévu. Le blé qu'on doit verser, dans le traité. C'est un texte très important qui est donc dans le cartulaire de Saint-Cernin. Si ça vous intéresse, je peux vous indiquer, je vais porter pour vous le faire voir. Celui qui a le plus travaillé ces questions, c'est un grand archiviste de Toulouse que j'ai bien connu, qui s'appelait Pierre Gérard, et qui a beaucoup fait pour l'histoire de Toulouse, et c'est lui qui a édité, donc nous lui devons l'édition avec les amis des archives de la Haute-Garonne, une édition magnifique du cartulaire de Saint-Cernin, donc avec des notes et la traduction de tous les textes. Et donc, c'est en 1983, il était venu nous faire une conférence
où il avait participé à une journée qu'on avait fait avec la Société archéologique de Montauban, à Grisole, et vous avez une longue étude, là, la seigneurie de Grisole au XIIe siècle. Vous tapez sur Internet, hein, Société archéologique Tarn-et-Garonne, Bulletin, 1983, vous pouvez le lire. Hein. Donc, vous avez l'histoire de la seigneurie de Grisole. Alors, l'intérêt de cette charte de fondation, comme beaucoup de chartes de fondation des villes, comme celle, par exemple, de Beaumont-de-Lomagne au moment des Bastides, c'est que ça nous permet d'étudier quel était l'habitat à ce moment-là. C'était les classes sociales, les seigneurs, les bourgeois, si vous voulez, qui commençaient à apparaître, ou plutôt au XIIIe, dans les Bastides, mais ensuite vous avez les laboureurs, les paysans, vous voyez, vous avez, et quelles sont les récoltes. Donc, vous avez parlé du blé, de la vigne, etc. Et il a fait une étude remarquable pour étudier comment on vivait, si vous voulez, dans la vallée de la Garonne, donc ça, on devait dire pareil à Garonne, au XIIe siècle. C'est vraiment très intéressant. Donc, après avoir vu les religieux, Cluny, Moissac, on va retrouver Marseille bientôt. Après avoir vu donc, les Templiers et les Hospitaliers, après avoir vu Saint-Sernin, vous voyez, tous des groupes d'églises, des mouvements d'églises et des abbayes ou des religieux importants à l'époque qui étaient très présents autour de nous, on va voir maintenant arriver ces sauvetés qui vont se constituer ici, tout près de nous, donc dans notre vallée, plutôt, je dirais, de la Garonne, mais on va se rapprocher d'un affluent de la Garonne, auquel je suis très attaché, puisqu'il s'appelle le Lambon, et que ma maison se situe sur le coteau qui domine le Lambon à Combeaurouget. Alors, il se trouve que nous avons un document exceptionnel qui provient des archives de l'abbaye de Masgrenier et qui nous permet de lire donc la mention. Les archives ont été détruites à la Révolution, elles ont été complètement brûlées en grande partie et dispersées, et donc à moment de la Révolution, on a perdu beaucoup de sources. Elles avaient été consultées par des érudits bénédictins au XVIIe siècle, qui ont laissé des notes qu'on peut consulter sur Internet maintenant, qui sont en latin dans le fond de Languedoc, de Dom Estienneau à la Bibliothèque nationale. Mais surtout, il y a eu des copies qui avaient été faites par les bénédictins dans ce qu'on appelle la Gallia Christiana, qui est un document qui fait l'histoire de tous les diocèses de la Gaule. Et donc, et dans la Gallia Christiana, donc, on a 3 ou 4 documents qui proviennent des archives de Masgrenier, de l'abbaye Saint-Pierre de la Cour. Alors vous savez qu'au Masgrenier, on a connu une abbaye de religieuse, mais l'abbaye qui a été fondée un peu avant l'an 1000, sûrement vers les années 950, avec là aussi l'appui de la vicomtesse de Toulouse, s'appelait Saint-Pierre de la Cour. C'était une abbaye d'hommes, et l'épouse du vicomte de Toulouse donc va faire une donation à l'abbaye de Lézat. Lézat, donc près de Toulouse, quand on va vers l'Ariège, qui était la plus grande abbaye bénédictine de l'époque, qui a toujours été d'ailleurs en opposition avec Moissac, l'autre grande abbaye. Et au moment de la réforme grégorienne, la plupart des abbayes ont été pratiquement contraintes de se soumettre à la super abbaye, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Cluny. Et ils ont résisté tant qu'ils ont pu. Hein. Moissac a résisté à freiner les 4 fers, mais ils se sont engagés dans le mouvement clunisien. Il y a quelques autres abbayes, puisque nous n'étions pas justement sous l'influence, nous sommes en Languedoc, nous ne sommes pas en Quercy, nous n'étions pas sous l'influence avec les Attes tournés là-bas vers l'Ariège, et nous qui étions tournés plutôt vers Toulouse, vers le sud, nous étions plutôt sous l'influence catalane. Et il se trouve que le mouvement de création des sauvetés est un mouvement qui a une source, une origine encore plus ancienne, qu'on appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un mouvement qui est né un peu avant l'an 1000. La première paix de Dieu, on la trouve en 975 à La Prade-en-Velay. C'est un petit lieu qui est situé près du Puy, c'est-à-dire le lieu de pèlerinage, la grande église du Puy. Et c'est en Occitanie, donc, surtout dans le nord de l'Occitanie, dans la région du Quercy, dans la région de l'Auvergne, que est née la paix de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, la paix de Dieu? C'était justement imposer à tous ceux qui faisaient la guerre des sanctions lorsqu'ils attaquaient les religieux, les voyageurs, les femmes sur les chemins, etc. Donc il y avait une sorte de pacification qui était proposée avec des amendes
par l'Église. Et il y a un deuxième mouvement qui est lié aussi à cette période. En 1022, pour la première fois, à Toulouge, à côté de Perpignan, a lieu ce qu'on appelle la trêve de Dieu. C'est-à-dire l'idée qu'on ne fait pas la guerre le week-end, pour les fêtes religieuses. C'est-à-dire que pour les grandes fêtes, on arrête de faire la guerre le samedi et le dimanche, et le temps de Pâques, etc. Donc ça permettait de réduire déjà les moments de guerre. Et ça vient des Catalans. Ce sont les Catalans. Et il faut savoir donc que l'abbaye de Saint-Pierre de la Cour, notre abbaye du Mas-Grenier, a été, par l'intermédiaire de l'ESA, incluse dans ce qu'on appelle une congrégation monastique. Il n'y a pas d'abbaye seule. Une abbaye bénédictine fait toujours partie d'une famille, une familia, où on se retrouve donc avec un réseau d'abbayes qui ont les mêmes usages et les mêmes rites, et comme je disais à mes étudiants, à la même heure dans toutes les abbayes, de toute la chrétienté, les moines font le même signe de croix, la même prière, il y a tout un réseau important de la prière et de la vie commune, avec des règles, la règle de Saint-Benoît, qui sont les mêmes pour tous, et des usages ensuite locaux, différents pour chaque style d'abbaye, qui ne sont pas les mêmes par exemple pour les bénédictins noirs ou pour les cisterciens plus tard, qui auront d'autres usages. Alors, quelle est cette congrégation? Eh bien, c'est une congrégation catalane, qu'on appelle la congrégation de l'abbat Gari, ou Garin en français, qui était un disciple de Oliba, celui qui était le fondateur de Montserrat, donc en Catalogne. Cet abbat Gari, qui est mort en 998, arrive à la tête de l'abbaye catalane de Ripoll en 961, et il bâtit une congrégation de l'ESAT, avec 5 abbayes occitanes ou catalanes qui font partie de ce groupe, l'ESA, Saint-Michel-de-Couchat, Saint-Pierre de la Cour, donc du Mas-Grenier, Saint-Hilaire de Carcassonne et Sainte-Marie d'Alette, qui est aussi un nom de l'évêché plus tard dans l'Aude. Nous le savons par une bulle du pape Jean X, adressée à Gary, le fameux abbé, en 993. Ces abbayes sont rattachées directement au Saint-Siège, bénéficie du privilège de l'exemption, et Gary reçoit le droit d'infliger avis et corrections aux abbés dépendant de lui. Et les 5 abbés passent le tour de rôle d'une abbaye à l'autre. Vous voyez, pour éviter qu'ils s'incrustent et qu'ils prennent trop mauvaises habitudes, on les fait tourner. Ça amène la réforme, et cette congrégation, donc, demeurera liée aux abbés de Saint-Michel-de-Couchat, donc, dans la Catalogne. Et alors, dans notre documentation, donc, qui a été sauvée par les bénédictins du XVIIe siècle, il se trouve un document exceptionnel qui est conservé donc, dans les archives de Saint-Pierre de Moissac, de Mas-Grenier, qui est tout simplement la mention de la plus ancienne sauveté connue de tout le Languedoc. Vous avez parlé de sauveté dans les années 1090, 95, 1100, 1122, nous l'avons 500 dans l'encaminant. Eh bien, la plus ancienne sauveté connue de tout le Languedoc, elle a été créée par l'abbaye du Mas en 1015. En 1015, on voit apparaître pour la première fois le premier seigneur de Verdun, d'une généalogie, d'une dynastie, d'une famille qui va s'appeler Prince de Verdun. Au passage, je vous explique ce qui se passe. Nous sommes à un moment où notre région avait été dirigée jusqu'à l'arrivée des Capétiens en 987 par ce qu'on appelle les Carolingiens, les successeurs de Charlemagne. Et Charlemagne avait été obligé, dans ce grand empire, qui avait été divisé en plusieurs zones, etc., il a été obligé de mettre localement, de donner des pouvoirs à des comtes ou des vicomtes qui étaient normalement en relation avec le grand empire de Charlemagne. Vous imaginez que depuis là-haut, Aix-la-Chapelle, jusqu'à la Catalogne sur laquelle il régnait, puisqu'il avait dégagé Barcelone en l'an 800, quand il y a la chanson de Roland. Et donc, il avait fort à faire, et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, localement, ces seigneurs ont pris chacun leur autonomie. Et ce grand empire carolingien, il s'est divisé en petites unités, donc, et c'est comme ça qu'on va apparaître dans les 1950, 1980, un peu avant l'an 1000, on va apparaître les premières entités de seigneurs locaux. Et là, nous sommes en plein.
le moment, vous allez le voir, parce que notre petit prince de Verdun, il va avoir affaire avec celui de la Romagne, celui de, etc. Donc, petit à petit, ça se divise de partout. Mais ça commence là, vous voyez. On a nos petites autonomies locales qui se mettent en place, et ça va durer ça, pratiquement, on peut le dire, jusqu'à l'arrivée puissante des comtes de Toulouse. Et lorsque Raymond V commencera à arriver, c'est-à-dire les années 1200, hein, à ce moment-là, on va faire taire toutes ces entités locales et on va les mettre sous la coupe du comte de Toulouse qui, à ce moment-là, aura l'obédience de tous ces gens-là qui le soutiendront d'ailleurs dans la croisade contre qui sera faite contre les Français au moment où les Français viendront nous attaquer pour lutter contre les Cathares. Donc, dans la résistance occitane qui se fera, toutes nos entités locales seront avec notre comte, avec la croix de Toulouse et le drapeau occitan maintenant. Ils seront pour défendre la croix de Toulouse et l'unité se fera autour. Et puis après, bien entendu, il n'y aura plus pratiquement de différence. Il n'y aura que le comte de Toulouse et petit à petit, Verdun prendra un château dépendant du comte de Toulouse et après, on tombera dans l'escarcelle des Français. Alors, je reviens au point de départ. Hein. Apparition pour la première fois, en 1015, de notre premier seigneur de Toulouse, de Verdun, qui s'appelle le vicomte Forton-Guillaume, ou Forton-Guillem, qui fait une donation à l'abbaye Saint-Pierre-la-Cour du Mas-Grenier, et il nous dit que l'abbaye est située sur le fleuve Garonne. L'abbé Hugues, donc Hugo Hugues, est à ce moment-là témoin de ce document, avec Vidélian, qui est un moine, ainsi que toute la communauté des moines de ce lieu, et il offre, donc, Forton-Guillem, un alleu, c'est-à-dire un territoire qui lui appartient, qui est libre, qui porte le nom de Annunas, en latin, et ce lieu, donc, j'avais une carte. Je peux vous faire circuler une carte, si vous voulez, faites-la passer. Il y en a plusieurs exemplaires. En couleur, sur la carte routière, hein, j'ai marqué l'endroit. Ça s'appelle Nunas, actuellement. C'est situé entre Combeaurugier et Mas-Grenier. Hein, c'est-à-dire, quand vous faites la route du Mas-Grenier à Combeaurugier en suivant la vallée du Lambon, vous avez un grand carrefour. C'est le seul carrefour où une fois j'ai eu un accident parce que quelqu'un m'a refusé la priorité. C'est le seul endroit où vous pouvez croiser quelqu'un. Donc, qui descend en venant de Notre-Dame de la Croix ou en venant de Saint-Sardor. Donc, ce grand carrefour, ça s'appelle Mounas. Le nom existe encore. Hein, et donc, c'est en ce lieu qu'est située cette sauveté, donc avec les terres, les vignes, les jardins, la fontaine, la source. Alors la fontaine, elle est marquée sur les cartes encore. Elle s'appelait la fontaine de l'eau, la fonte des loups. Et au-dessus, il y a la fontaine d'Aiguebelle, qui était la fontaine des moines, qui a été arrêtée depuis pas longtemps, mais qui fonctionnait encore dans ma jeunesse d'aller chercher de l'eau. Et avec les terres cultivées et les terres qui ne sont pas cultivées, à l'exception de l'église qui se trouve là et des dépendances de cette église. Donc, il y aura toujours une église qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs dans les documents de Grand-Selve. Alors, l'intérêt de ce document, c'est qu'il nous dit que cet alleu confronte d'un côté avec le fossé. Alors, c'est un mot latin qu'on retrouve presque tout le temps pour dire que de chaque côté, il y a une gutta. C'est un mot typique de l'endroit, c'est un fossé. Donc, on voit encore, on comprend bien quand on descend, quand on va sur la route, on voit que l'eau qui descend, une petite rigole. Donc, c'est le fossé qui est au-dessous de la vigne d'un type qui s'appelait Oriol, jusqu'à l'angle du ruisseau, appelé le Lambon. C'est la première fois qu'on va apparaître le nom du ruisseau Lambon, avec en plus une formule en latin qui est très intéressante, avec une déclinaison à 2 cas suivant le régime des mots germaniques, et donc est appliqué dans le latin de l'époque, au médiéval, et suit un autre fossé jusqu'au chemin public qui est dans Grand-Selve. Donc vous voyez, le chemin, et dès qu'on saute, on est au-dessus de Grand-Selve. L'abbaye n'est pas créée en ce moment-là. Grandis Silva, c'est le nom du lieu, c'est le nom d'une grande forêt, ça veut dire. Hein. C'était le nom de la grande forêt en 1015. L'abbaye de Grand-Selve n'apparaît qu'à partir de 1114. De l'autre côté, il confronte avec la route qui va de l'église Saint-Martin de Dieu-Pantal et voisine les possessions de Saint-Pierre. Donc je pense que c'est le chemin, on indiquait que c'était la direction de l'autre côté de la Garonne et de Dieu-Pantal. Si ça vous intéresse, j'ai la photocopie, j'en ai peut-être plusieurs, mais vous le trouvez dans l'histoire générale de Languedoc, autour de 5. C'est un texte donc très important parce qu'il nous donne pour la première fois, vous voyez, la description
de cette sauveté avec la présence du premier seigneur connu de Verdun. Et il y a un autre texte venant de cette même source, c'est-à-dire dans les documents de l'abbaye de Masgrenier, en 1089, exactement le jour de l'Épiphanie. Là, nous avons un texte qui nous vient d'un certain Arnaud Gosbert, fils de Raymond Arnaud, prince de Verdun, prince du Castum de Verdun. Il fait une donation à Dieu et à l'abbaye de Saint-Pierre-la-Cour, de ce lieu, donc, à tous les mois, à son abbé Bertrand, d'un lieu qui s'appelle Aucamville. Donc, Aucamvilla, hein, vous connaissez le nom d'Aucamville, qui est avec une église qui serait, je pense que c'est une église de Seille, c'est un nom comme Seille, est-ce qu'elle était sur le site d'Aucamville, pour le remède, le salut de son âme et de ses prédécesseurs. Cela a été fait au mois de janvier, donc à la veille de la fête de l'Épiphanie. Et nous avons un Béranger de Bessens, c'est la famille de Bessens, on la retrouve pratiquement parmi les donateurs de l'abbaye de Vincennes plus tard. Un Guillaume qui s'appelle Bellotte, c'est-à-dire bel homme, Bellotte, un type cosmopolitain, bien joli. Adon de Savenès, alors c'est intéressant, avec une première mention là aussi du nom de Savenès qui apparaît dans ce document avec sa forme occitane, Saveners, comme on l'écrit sur le panneau aujourd'hui, qui est à l'entrée, comme à Combourgé, ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge en occitan. Arnaud de Montard et les moines, etc. Donc, vous voyez, nous avons l'approche, là, petit à petit, d'une famille seigneuriale de Verdun qui commence à se mettre en place. Alors, en regardant ces documents, justement, j'ai pu me faire une petite fiche, j'espère que je vais la retrouver. J'avais fait un dossier sur, justement, les seigneurs de Verdun, mais ce n'est pas grave, si je ne le trouve pas là, je le retrouverai ailleurs. Et on trouve le Forton Guillaume, on trouve l'Arnaud Gosbert, et on trouve ensuite donc, la descendance de cela, où il va y avoir petit à petit la séparation entre ces premiers seigneurs, pardon, j'appuie chaque fois, entre ces premiers seigneurs et la famille de l'île Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'au départ, c'est la même famille, c'est au départ les princes de Verdun. Un d'entre eux va épouser une certaine Scarogne. Alors, je pense que je l'avais mis exprès dans un dossier, et c'est pour ça que je le retrouvais comme je le veux, mais je le sais de tête à peu près. Il y en a un qui épouse une des sœurs qui s'appelle Scarogne, et c'est la mère de Jourdain de Lise, et à partir de ce moment-là, à partir de 1158, il y a la séparation entre les seigneurs de Verdun et ceux de l'île Jourdain, et on voit petit à petit que la seigneurie de l'île Jourdain va avoir son existence à part, et la seigneurie de Verdun va se continuer, mais va se diviser entre deux parties, c'est-à-dire la partie qui est considérée qu'on appelle la partie de Garnes et la partie de Gimoes. C'est-à-dire la partie de Garnes, c'est le nom de l'ancien archiprêtré de l'ancien diocèse de Toulouse qui a donné son nom au Masgrenier. On appelait ça en latin le Garnesium ou le pays de Garnes. L'étymologie est facile à trouver. Ces noms en est, c'est des noms dérivés des noms de rivières. Donc, Garnes, c'est le vicariat garonensis, dont nous avons un nom qui date d'avant la 1000, qui remonte à l'époque carolingienne, qui est le nom de l'ancienne division administrative de ce nord de Toulouse, qui allait pratiquement des portes de Toulouse jusque ici, à la région de Verdun-sur-Garonne, qui incluait Blagnac, Colomiers, etc., et qui était la vicariat de Garonensis, et qui va devenir plus tard l'archidiaconé de Grenade. On fera l'histoire, qu'on continuera l'histoire. Et à un moment donné, il y a une séparation au-delà de l'autre côté de Verdun, et quand on vient vers le Lambon, où vous avez une autre zone qu'on va appeler le Gimoes. Donc, et les seigneurs de Verdun, ils sont au départ seigneurs de Gimois, de Gimoes. Gimoes, c'est Gimon, hein. C'est-à-dire que c'est un autre lieu. C'est pour ça que je suis partisan. Je ferai que j'arrive à en faire la démonstration. Je suis presque sûr qu'on n'a pas pu expliquer le nom de Savenès. Parce qu'il y a ce R qui est embêtant. Savenès, qui est écrit dans les textes anciens. Mais je suis persuadé que c'est un pays de Save, et que c'était une dénomination géographique de ce type pour désigner aussi une circonscription administrative. Et j'ai un document
je l'ai photocopié aussi, concernant où il y a un prince de Savenès qui est donné dans un de ces documents publiés par l'Histoire générale de Languedoc et qui concerne aussi cette région. Voici la définition de ce pays de Gimoès, des seigneurs de Verdun, qui est donné ici, et qui deviendra plus tard Terride, c'est-à-dire que ça deviendra la seigneurie de Terride. On fait remonter, dit l'Histoire générale de Languedoc, à l'an 993, la famille des vicomtes de Gimoès. Le premier aurait été un certain Forton Guillaume, celui donc de la donation de Lounas. Son fils, Raymond Guillaume ou Guillaume, s'intitulait prince de Verdun. On appelait aussi le pays vicomté de Terride, du château servant de résidence au seigneur, et le nom de Gimoès vient de la Gimone, affluent de la rive gauche de la Garonne, et sur les rives de laquelle s'étendait la baronnie. En 1195, l'un des co-seigneurs vend sa part, ça c'est dans le Somme de l'Île à Montauban, le fond d'Armagnac, et vend sa part, et l'un des co-seigneurs, soit la moitié de Gimoès, au seigneur de l'île Jourdain. Il fait à son cousin. Il est cousin avec Jourdain de l'île, et il y vend la moitié. Cette vicomté passe alors dans la famille de Comminges, plus tard de Lomagne, et donc ce sera l'origine de la grande famille de Terride-Lomagne, avec le fameux château de Terride que vous connaissez peut-être sur la région de Gargan-Villars, et qui sera donc le point de départ, en quelque sorte, de l'histoire de la grande famille de Lomagne, qui va se distinguer surtout à partir de la guerre de Cent Ans et à partir du XVIe siècle avec les guerres religieuses. Et donc, maintenant, je vais terminer en évoquant, donc, puisque c'est à l'occasion de la fondation de Saint-Sardos que j'ai voulu vous faire cette conférence générale sur les sauvetés, je vais être appelé à faire je ne sais pas combien de conférences sur la fondation de Saint-Sardos. Il y avait une prévue pour le 6 avril à Saint-Sardos. Donc, j'ai publié donc, dans le bulletin de la Société archéologique il y a 2 ou 3 ans, je sais pas l'année maintenant, la charte de fondation. Alors, vous avez une mauvaise photo, donc à partir d'une photocopie que j'avais, vous pouvez la faire circuler si vous voulez. Je l'ai ici, vous verrez les deux côtés. Surtout, vous verrez le fameux chrisme qui était sur les affiches en couleur. Il y en a 2 en plus, je vous les aurais commentés, ils sont magnifiques. Il y a 2 chrismes, c'est-à-dire que le début de l'acte est marqué par un signe du Christ avec l'alpha et l'oméga, et qui est un texte extraordinaire. Alors, ce joli village donc, de Saint-Sardos, qui porte un nom qui n'est pas si habituel que ça, est célèbre parce qu'il a justement le nom d'un abbé du Périgord, qui s'appelait Sacerdos en latin, qui a été abbé de Sarlat en Périgord, et qui est ensuite mort, pense-t-on, je ne suis pas si sûr que ça, évêque de Limoges, en 715 ou 720 par là, et cet abbé donc, a donné son nom à l'abbaye de Sarlat, qui s'appelait abbaye de Saint-Sardos, et c'est comme cela que les moines de Sarlat sont venus en 1122, donc c'est l'événement que j'invite les habitants de Saint-Sardos à fêter, puisqu'ils ont la chance de savoir la date exacte de la fondation de leur village il y a 900 ans, le 1er octobre 1122. Donc nous y sommes, c'est le moment de le fêter. Et donc, ce document précieux, dont vous avez ici un des exemplaires sous le nez, il est conservé aux archives départementales de Tarn-et-Garonne. Il y en a 2 copies, 2 versions. Donc, j'ai publié d'ailleurs les 2 versions et j'en ai publié une entièrement avec sa traduction en français et des notes donc, dans mon article de la Société archéologique, en essayant d'être plus fidèle au texte, mais je l'avais déjà publié, je l'avais découvert dans les années 74, 75, et en amateur, à l'époque, j'avais fait une traduction en français, et je me donne une bonne note, maintenant que je suis plus vieux, et que j'ai plus de connaissances, je n'avais pas été mauvais, parce que je n'avais pas eu besoin de trop corriger la chose. Et donc, cet acte, charte de fondation d'une sauveté, est conservé en 2 exemplaires à Montauban. Il en existe une copie dans ce qu'on appelle le fond d'Oat. Attendez, je vais vous faire passer, vous allez voir. Vous l'avez ici. Le fond d'Oat, c'est un bonhomme qui avait été envoyé par Colbert pour recopier tous les documents qu'il y avait dans les abbayes de Languedoc, et il en a fait une copie. Donc, elles sont repérables parce qu'il a une grosse écriture. Et c'est l'écriture du XVIIe siècle, et on repère tout de suite. Donc, dans le fond d'Oat, il y en a 2 copies. Il y a une copie dans la copie des actes de Moissac, et dans le fond de Périgord. Il y a 2 fois dans le fond d'Oat.
mais actuellement, non. La publication la plus facile à faire est celle qui est la plus fidèle au texte original, puisque c'est une copie 17e, c'est bien d'avoir l'original. L'original, on l'a dans le fond de Moissac à Montauban. Vous pouvez faire passer, donc vous verrez le fond droit d'un côté et la charte originale que vous avez en photo là, derrière vous. Alors, je vous donne l'essentiel, puis je vais vous donner ce qu'on apprend sur les seigneurs de Verdun. Donc, ce document, ce parchemin en 2 exemplaires, nous dit que Arnaud Raymond de Bourrette, il s'appelle Borrell, c'est l'ancien nom de Bourrette, c'est un nom catalan, hein, Borrell, il y avait des seigneurs de Borrell qu'on trouvait en Catalogne, avec ses fils, Bernard Allègre et Guillaume Raymond, avec le conseil de Bernard Delga et son frère Rascas, de tous mes parents et amis, pour le remède de mon âme et de tous mes proches, je donne à Dieu et à Saint Sardos de Sarlat, Saint Sardos de Sarlat c'est l'abbaye, hein, à l'abbaye bénédictine de Saint Sardos, et notez au passage que l'acte est réalisé dans les archives de Moissac. C'est-à-dire qu'on peut penser que cette fondation de la sauveté par les moines du Périgord a été commandée par les moines de Moissac, peut-être, pour essayer de venir contrer le commencement du développement de Grand Selve. Parce que Grand Selve commence à se développer et créé à partir de 1915, 1914, pas loin de là, donc, et va être ensuite la grande abbaye qui va chapeauter tout le monde et reprendre la région de Saint-Sardos par-dessus le nez des abbés de Sarlat. Alors, le nom du lieu s'appelait avant Grassounas en occitan, Grassounos. Et c'est le nom occitan du Cresson. C'est un lieu humide. Alors, c'est pas étonnant que les Saint-Sardos soient humides. Ça regarde, elle est pleine d'humidité. Alors, ça s'appelait Grassounas, c'est un joli nom, hein. Le champ du Cresson, je l'avais baptisé. Hein. Donc, c'est le mot que Cresson, mais Gressounas, le G et le C, c'est pareil au Moyen-Âge. Et je veux qu'une église soit construite dans cet lieu, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de Sainte Marie, Mère du Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, de saints sacerdoces. Dans la deuxième version, il y a Sainte Mondane, qui est la mère de saint sacerdoce, et je fais ce don afin que les croix plantées dans cet lieu en soient la preuve et le déterminent pour toujours. C'est-à-dire que, toujours pareil, on délimite l'emplacement à l'intérieur des croix au départ. Donc nous sommes bien dans une fondation de San d'État. Alors il y avait plusieurs églises sur le territoire, mais on ne peut pas déterminer exactement, peut-être j'y arriverai, mais pour le moment je ne suis pas arrivé avec les cadastres anciens, celle de Pléus, désignée en l'honneur de Saint-Sulpice, et l'autre de Saint-Germain. Alors dans le lieu de Saint-Germain, il est tout près de Lounas, hein. C'est dans cette zone-là qu'il faut le situer, donc dans ce coteau qui est juste en face donc, du carrefour, donc il faut la citer par là. Et souvent, on cite le Lambon et on cite la forêt à côté, donc, qui est, il y a la forêt des deux côtés, hein, c'est-à-dire que la forêt du versant vers Grand Selve, comme il y avait sûrement une forêt, que j'en ai connu dans mon enfance encore, on a défriché beaucoup le coteau qui est chez moi, vers le Bousseran là-bas, donc il y avait beaucoup de choses. Et l'approbation est très intéressante, parce qu'il y a Robert, le fameux Raymond Borrell, le fondateur, et ses fils, en présence d'hommes de loi, de l'évêque, donc Amiel de Toulouse, qui envoie comme représentant le prévôt de la cathédrale de Toulouse, le Raymond Arnaud qui est à la tête de l'archidiaconé donc de Garonne-en-Cis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Char qui est prévôt de la cathédrale de Toulouse, Guillaume, évêque de Lectoure. Et il y a ensuite une certaine Raymonde, c'est un ajout, femme de Vivienne de Bonneville, qui donne la moitié de l'église de Cabilan au lieu-dit susnommé de Gressounas. Il doit y avoir une église là aussi. J'ai vu qu'au-dessus de Saint-Sardon, encore sur les cartes que j'ai photocopiées là, il y a un lieu qui est marqué la Capelle. Alors est-ce que peut-être c'était là? Et le même Vivien, le mari de la dite dame, et la dame passe avant le mari, ça c'est occitan. Hein. Il n'y a qu'en Occitanie qu'on voit les dames qui testent comme cela et qui ont le privilège souvent sur les maris dans les documents. On était plus féministe que dans le Nord. Le mari, cette dame, donne tout ce qu'elle possède à un lieu qui s'appelle Bartocanudo. Alors ça, c'est le seul nom qui a résisté au temps. Et ce nom de Bartocanudo, je ne sais pas si c'est dans la commune de Mars ou dans la commune de Verdun, c'est à côté des Pancettes, c'est dans le Mars. Hein. Donc Bartocanudo existe encore sur la carte. Hein. Donc c'est la route qui va du Masvenier à Saint-Sardos, datée donc des calendes d'octobre, 1er octobre 1122, et on voit aussi signalé comme
régnant à l'époque, le pape Calixte II, donc, qui est un pape très important, celui de Compostelle. Et ensuite, il y a Louis VI, roi de France. Alors, intéressant, c'est un document que vous avez ici, je l'ai souligné en rouge. C'est la première fois qu'apparaît dans un document, 1122, la mention des seigneurs locaux. Vous avez le premier, Walter Galtier de Terride. Alors le gars, il avait oublié de mettre quoi ils étaient seigneurs, et vous voyez qu'au-dessus, à la ligne au-dessus, il l'a rajouté. Donc le premier, il s'appelle Galtier, Walterio, Walter, si vous voulez, en latin, de Terride, il a ajouté Territa, en abrégé, vicomte, Arnaud Odon, vicomte de Limagna, il a écrit, vous voyez, de Lomagne, et Montarcin d'Argombat. Argombat, c'est un nom de lieu qui est situé à Esparsac, pratiquement, au moment là-bas, et qui était le nom des premiers seigneurs de Lomagne, d'Argombat. Et l'accord, donc, est avec l'accord de l'évêque de Toulouse, Amiel. Alors, quand j'analyse maintenant qui étaient les personnages qui sont dans ce document, on retrouve justement la parenté avec nos seigneurs de Verdun. Arnaud Borel, donc, qui est Arnaud Raymond de Bourrette, qui est le fondateur, sa famille, avec ses fils, ses petits-fils, font partie des bienfaiteurs de Grand-Selve, et je les ai trouvés dans les documents du cartulaire de Grand-Selve, où ils vont donner des donations entre 1155 jusqu'à 1200, et on les voit apparaître très souvent, donc, avec leur famille. Alors, le 19 octobre 1963, par exemple, Arnaud Raymond de Bourrette, le petit-fils du fondateur de Saint-Sardos, fils de Bernard Allègre, cède à l'abbaye de Grand-Selve toute la donation que lui a donnée Estaque, sa sœur, l'épouse d'Arnaud Gosbert. Quand vous voyez le nom Arnaud Gosbert, c'est exactement le nom des seigneurs de Verdun. Vous voyez, donc nous sommes dans la famille, la parenté des seigneurs de Verdun. Il faut que j'arrive à établir les liens. Je crois que je l'avais fait, mais c'est dans une des notes de mon article. Il faut que je poursuive la piste. Sa sœur Estaque, femme d'Arnaud Gosbert, cède aussi des terres à un lieu qui s'appelle Saragosse. D'ailleurs, dans les documents qui circulent, vous avez la collection d'Oat, la donation de Saragosse. Ça, c'est intéressant parce que vous avez deux lieux à Saint-Sardos. Un qui s'appelle Saragosse et l'autre Barbera. Barbera, c'est à côté de Nounas. Hein. C'est juste avant d'arriver chez moi. Et Saragosse, c'est pas trop où c'est. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que les moines de Grand-Selve, ils avaient développé avec l'abbaye de Santes Creus en Catalogne, ils soutenaient la Reconquista. Et chaque fois donc, qu'il y avait une victoire et une conquête de ville, on donnait un nom de terroir ici. Et donc vous avez le nom de Saragosse et le nom de Barbera, Barbera del Vallès, hein, que vous trouvez en Catalogne, que vous retrouvez dans les noms de lieux. C'est les moines qui soutiennent à ce moment-là la Reconquista. Assalte, l'autre sœur de Raymond de Bourrette, est une grande possédante et puissante dans ses droits, dans une donation à l'abbaye de Grand-Selve en 1164. Et donc tous ces gens-là gravitent, je pense, dans la seigneurie et dans la famille des seigneurs de Verdun. Il y a aussi, donc, c'est 1158, la donation de Saragosse. Et vous voyez, vous trouvez qu'est-ce qu'il dit? Depuis le petit ruisseau qui s'appelle Lambon, il a pour limite cet autre don que je vous ai fait. Il va de l'honneur de Berzac jusqu'à la terre de Nounas, sur l'autre rive du petit ruisseau. Je vous donne ce lieu pour y construire un moulin. Et donc, vous avez le nom de Barbera, le nom de Saragosse qui apparaissent donc, à chaque fois. Et c'est là que j'ai trouvé aussi un document de 1071 donc, qui permet d'évoquer la présence de la vicomté de Gimoès dans une donation à Saint-Pierre-de-la-Cour, à l'abbé Raymond, le 6 décembre 1071, par Raymond Arnaud, un des fils de Fanton Guillaume, je crois, seigneur de Gimoès et de Verdun, où figure l'évêque de Lectoure, Raymond Ebon, et ce Raymond Ebon, donc pourquoi Lectoure? Parce qu'une partie justement de la seigneurie qui va se développer de l'autre côté du Lambon et en direction du futur Beaumont, si vous voulez, est une région qui dépendait déjà de la Gascogne et en lien vers Lectoure. Et c'est, vous voyez, les pouvoirs qui se mettent en place, les échanges. D'ailleurs, ce Ebon, avant d'être évêque de Lectoure, il était prévôt du chapitre de Saint-Étienne de Toulouse, si vous pouvez bien, et le lien qu'il y a entre toutes les familles à ce moment-là. Donc, ces documents très anciens
permettent, comme cela, d'établir une géographie déjà très ancienne de nos noms les plus vieux qui sont gardés dans les localités qui nous entourent dans cette vallée de Lambon ou ailleurs. Et vous avez aussi donc, la présence de familles seigneuriales qui sont particulièrement à l'origine de nos grandes comtés, vicomtés d'ici, du bord de la Garonne, avec une géographie historique que l'on peut reconstituer, les différents seigneurs donc, qui occupent cet espace et l'évocation donc, des plus anciens seigneurs de Verdun-sur-Garonne, de Forton-Guillaume à Arnaud. Alors je vais retrouver. Il y a une note dans l'histoire générale de Languedoc qui est très intéressante. Voilà, je l'ai ici. Forton-Guillaume, vicomte de Gimoès, en 993, c'est celui de 1015. Raymond Arnaud, son fils, prince de Verdun, vicomte de Gimoès. Arnaud Gosbert, petit-fils, vicomte, prince de Verdun, vicomte de Gimoès, vers l'an 1089. Vous voyez, on se rapproche de l'an 1100. Et en 1138, Gauthier, vicomte de Terrille et de Gimoès. Nous sommes à l'époque de la fondation, c'est le Walter qu'on a vu tout à l'heure. Nous sommes à l'époque de la fondation de la Sauveté de Saint-Sardos. Armand, c'est celui-là qui est intéressant, seigneur de Verdun, vicomte de Terrille ou de Gimoès, en 1161, et qui meurt à l'abbaye de Grand-Selve. Il se donne en mourant pour mourir pieusement à Grand-Selve en 1163. C'est lui qui est le frère d'Arnaud Gosbert de Terrille. Ils vont se partager le territoire. Si vous voulez, un est du côté de Verdun, l'autre est du côté vers la Lomagne. Et Escaronne, la sœur de ces deux-là, épouse Bernard Jourdain, seigneur de l'île Jourdain. Et c'est le point de départ de la famille de l'île Jourdain. Et on trouve ensuite un Bernard Stafford, vicomte de Gimoès en partie. Alors ça, c'est un document, j'avais pris la photocopie et tout, et je l'avais préparé là aussi. Ça vous est parlé. Bon. Et il y a Arnaud de Montaigu, il est très important celui-là, qui vend en 1195 la moitié de la vicomté au seigneur de l'île Jourdain, et un Guillaume de Verdun, qui est aussi présent à ce moment-là, et ensuite un Odon d'Astafort, vicomte de Terrille de Gimoès, en 1229. Voyez, on arrive déjà au XIIIe siècle. Et ces familles-là, on va les retrouver d'ailleurs pendant la croisade albigeoise, étant soutiennent Arlan, du comte de Toulouse, Raymond VI, dans sa lutte contre les croisés de Simon de Montfort, et ils vont participer donc, au combat, et ils vont défendre notre terre occitane. Donc c'est un point de départ. Alors il faudra que j'arrive à le clarifier davantage et à publier à partir de tout ce que j'ai comme information, mais je n'ai pas fini de dépouiller les cartulaires de Grand-Selve, et en dépouillant les cartulaires de Grand-Selve, je trouve une mine d'informations sur ces seigneurs de Grisole, ces seigneurs de Verdun, ces seigneurs de toute notre région, et je pense que ça donnera lieu à des publications. Je vous signale donc que vous pouvez toujours retrouver ces publications historiques dans le bulletin annuel de la Société archéologique, et si vous n'êtes pas adhérent, j'ai des bulletins d'adhésion. Vous pouvez venir soutenir le travail de la Société archéologique. Les bulletins publient chaque année les conférences qui sont faites sur l'histoire du Tarn-et-Garonne. Et donc, pour 30 €, vous êtes informés comme ça de ce qui se passe au point de vue historique ancien. Voilà, je vous remercie de votre attention en m'excusant d'avoir oublié cette fameuse clé. Mais c'est comme ça. Merci, monsieur l'abbé. Ouais. Avez-vous des questions? Oui, bonjour et merci. Une question simple. Je suis peut-être le seul à ne pas comprendre. Qui de fait règne sur cette petite région ici? Est-ce le roi de France ou sont-ce les comtes de Toulouse? Alors normalement c'est le roi de France, c'est-à-dire que nous sommes dans le domaine des rois de France, mais on appelle à ce moment-là les historiens qui font l'histoire de cette période le comte de Toulouse comme le grand prince du Sud, si vous voulez, c'est le roi du Sud. Les rois de France, malheureusement, ne vont commencer à s'intéresser aux terres du Midi qu'à partir du moment où ils vont commencer à faire la croisade albigeoise.
À partir du moment où ils vont venir, hein, et vont être intéressés par ce qui s'y passe et l'idée qu'ils peuvent pouvoir s'en emparer, qu'à ce moment-là, ils vont s'y intéresser. Mais avant, pratiquement, il n'y a que Louis VII qui était venu essayer de délivrer à un moment donné son beau-frère, qui était fâché, mais enfin, dans le fameux siège de Toulouse en 1959, auquel a participé Thomas Pesquet, le roi de France, Louis VII, était venu au secours du Plantagenet, alors qu'il avait piqué la femme, Aliénor. Hein. Bon, mais c'est une des premières fois qu'on va intervenir, le roi de France, au sud, si vous voulez. Mais on ne le voit pas avant. Hein. Et c'est surtout donc, à partir de la... Et d'ailleurs, ça ne leur réussira pas. Hein. Tous les rois sont maudits. Louis VIII, non, mais c'est pas encore le roi maudit. Louis VIII, donc, va mourir, le père de Saint-Louis. C'est le premier, le prince, celui qui a provoqué le massacre horrible des Tatars, enfin, de la population de Marmande, il a ça sur la conscience, et à l'époque de la croisade albigeoise, à la fin. Et il va mourir attrapé une maladie, et il ne va pas pouvoir revenir à Paris, il meurt en remontant en Auvergne. Hein. Donc, Louis IX, donc lui, c'est lui qui nous a fait, Saint-Louis, le fameux Saint-Louis, c'est lui qui nous a assassinés, qui a pris l'Occitanie, donc, avec Blanche de Castille et sa politique, sa mère, qui n'a pas été guère mieux. Et lui, ben, il faudra partir en croisade, il mourra de la peste, enfin, autre chose, à Tunis. Et leur fils, Philippe le Hardi, lui, il va vouloir s'attaquer aux Catalans, et il attrapera la maladie, et il mourra en Catalogne. Donc, ça leur fera du bien. Ils sont tous morts d'avoir voulu avoir un esprit de conquête contre le Sud. Ça, on ne le dit pas dans les histoires de France. Oui. Lorsque le Seigneur donne une terre, en fait, elle ne appartient pas, c'est la partie au roi. Oui, normalement. Il doit l'hommage au roi de France. Mais il est fictif. Il ne le demande pas jusqu'à un certain moment. On ne le demandera, on sera obligé de le demander, qu'à partir du moment où arrivent les mœurs de France, c'est-à-dire où Simon de Montfort veut commencer le premier avec le statut de Pamiers pendant la croisade des Albigeois à imposer la réglementation française, mais ça ne marchera pas du tout, à part à Williken, il avait son suppôt, un de ses suppôts qui commandait la seigneurie de Williken, mais ça ne commencera qu'avec le rattachement du Languedoc. Déjà, à la mort de Raymond VII, en 1249, on a d'ailleurs le serment de la population de Verdun au roi de France, donc à la mort du comte de Toulouse, Raymond VII, en 1249, et le rattachement définitif, c'est 1271. Mais il y aura une grande résistance dans les populations du Languedoc, là-bas, dans la région du Lauragais, par exemple, où il y a des massacres de population, ça durera tout le temps de Philippe le Bel encore, où les gens se révolteront pour payer les impôts. Hein. C'est-à-dire qu'ils refusent de payer les impôts au roi de France, qui les taxe lourdement à ce moment-là. Oui. Donc ce sera très long, l'obéissance des gens du Midi au roi de France ne se fera pas comme ça. Hein. Oui. Alors, il y a une nouvelle sauveté qui vient d'être créée à Masgrenier, puisque les nouveaux propriétaires de l'abbaye ont planté des croix noires tout autour de la terrasse. Voilà, donc, ça vient fait passer tout de suite. Ils ont voulu faire une C'est sauveté. une mode médiévale. Oui, tout à fait. Quand je passe en voiture, j'ai pensé que ça me faisait penser aux sauvetés. C'est les croix qui étaient à le cimetière, je crois, hein, des religieuses. Là, il a les amis sur le... Bon, donc Saint-Sardos va fêter le mieux possible, il y aura plusieurs festivités qui vont se faire le 8 mai, donc il y aura une messe en occitan pour marquer le coup à l'église de Saint-Sardos, et puis il y aura donc des festivités ce jour-là, je vais faire une conférence en avril, et on recommencera en octobre pour le moment où il y aura la grande... Et un ouvrage va paraître, parce qu'il se trouve qu'un grand historien local qui s'appelle Raymond Granier, qui s'est beaucoup donné pour ramasser toute la documentation sur l'histoire de son village, et donc je l'avais fourni depuis très longtemps, il avait publié le texte de la traduction de la charte de fondation depuis les années 80 déjà, et il a refondu son texte, il a plus de 90 ans, il est âgé, mais c'est quelqu'un qui travaille donc avec une équipe, nous sommes plusieurs, là, à y travailler depuis Saint-Sardos, et on va produire donc l'histoire du village de Saint-Sardos, de Raymond Granier, agrémenté de tout un tas de choses que nous avons trouvées, ajoutées, de beaucoup de photos, etc. Donc l'ouvrage paraîtra aussi à l'occasion de cet événement important pour le village
6 nommés de Saint-Sardos. Vous savez qu'il y en a 2 Saint-Sardos. Il y en a un autre à Agenais, qui est situé dans le canton de Praissas, et qui est fondé pareil par les moines de Sarlat, et qui a eu la même histoire, c'est une sortie pareil, où il y a davantage de vestiges au point de vue sculptural, c'est-à-dire que le porche de l'église, etc. Celui de Saint-Sardos ici, quand même, il y a des jolis porches encore, avec des colonnes qui se délitent beaucoup, qui sont un peu abîmés, qui sont de style gothique, on peut dire de la année 1300 ou 1250 ou 1300, voilà, de la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, l'église a été, on voit encore les marques de l'église romane avec des ouvertures anciennes. Avant qu'on la reconstruise au XIXe siècle, on arrive à lire encore quelle était la forme de l'église ancienne, la hauteur et tout. Elle a été refaite au XIXe. Oui. Simplement, on a vu qu'il y avait beaucoup de sauvetés créées dans la région, mais je voulais parler de Masgrenier. Il faut savoir si Masgrenier a été créé par la ville Saint-Pierre ou non. Le village existait avant, c'est-à-dire c'est souvent autour d'une abbaye que se constitue un village, et je pense que ça existait avant. Alors, on n'a pas beaucoup de preuves. Alors, des fois, on a des preuves archéologiques. En effet, dans cette région, il se trouve qu'il y a, à Saint-Cassien, par exemple, dans un tas de lieux, au bord de la Garonne, des vestiges romains, qui permettent de voir qu'il y avait des villas. Souvent, les abbayes se construisent sur l'emplacement d'une ancienne villa gallo-romaine. Alors, est-ce qu'on a les preuves? On pourra toujours les fournir. Je dis toujours aux gens qui veulent faire de l'histoire locale, vous ne pouvez pratiquement rien affirmer de manière certaine avant l'an 1000. C'est-à-dire que l'histoire commence, grosso modo, dans les années 1950, 1000, et souvent plutôt vers 1100 que vers 1000, de manière certaine. Voilà. Et comment on comble ce qui s'est passé avant? Pas par ce qui a été écrit par les historiens du XIXe siècle, comme notre cher ami qui a fait la monographie de Masgrenier, par exemple, le notaire de, comment il s'appelle, Jouglar, le notaire de Houillac, parce qu'ils avaient une vision romantique des choses, et ils te reconstituaient l'arrivée de César et ses troupes. Vous savez, j'ai fait un article sur le délire des historiens sur la période romaine autour de Montèche. Alors, César est venu, il a dormi, il a campé. César n'est jamais venu. Bon, je veux dire, on ne sait rien, donc il ne faut rien dire. Les seuls qui peuvent parler, c'est les archéologues. Si réellement on trouve sur un site des éléments, on dit peut être datés, mérovingiens ou autres, et encore. Il est difficile de combler et savoir si c'est romain ou si c'est barbare ou si c'est pas barbare, donc on ne sait rien. Donc il vaut mieux laisser parler les archéologues. Là, ils arrivent à dire des choses mieux maintenant, parce qu'on peut dater beaucoup mieux, on a un Israélien qui connaît mieux que moi, mais on peut dater beaucoup mieux, on a des éléments techniques beaucoup, quelques-uns qui publient, que je vois, même les nouvelles histoires qui paraissent. Il a paru une nouvelle histoire de Toulouse, par exemple, qui est très intéressante pour la présentation de cette période, qui est très intéressante. Vous savez que nous sommes en train de fêter justement l'anniversaire de la constitution du royaume wisigoth de Toulouse, 418, 419, etc. Donc il y a des choses qui ont été faites, des colloques, etc. Donc on arrive à des choses par rapport à ce que j'enseignais il y a 40 ans ou il y a 35 ans, je ne peux plus dire la même chose. C'est-à-dire que et je ne suis pas tenu au courant de tout, parce que pour être spécialiste à la fois de l'époque gallo-romaine et les Visigoths et les Pastoureaux au XIVe siècle, vous voyez, c'est pas moi je me trouve plutôt compétent au XIIIe siècle, et XIIe, XIIIe et XIVe, ça suffit les gars. Le XVe c'est notre monde. Oui. J'avais une interrogation concernant ces sauvetés. Oui. C'est la superficie. Est-ce que ça a émané d'une demande générale des gens qui cherchaient à vivre tranquillement? Est-ce que ça représentait une zone de droit ou est-ce qu'à l'extérieur il y avait une zone de non-droit? Je trouve amusant aussi le ressemblance de certains éléments dans le programme de Mme Hidalgo. Oui, il y avait sûrement des zones de non-droit, c'était pour lutter contre la violence ambiante, et il y avait aussi quand même la volonté de l'Église de récupérer des territoires, de récupérer des biens qui avaient été spoliés, et à ce moment-là, dire on met le chapeau dessus et on met les interdits, beaucoup d'interdits, et c'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, ces interdits qui ont permis, la plupart du temps, à l'Église de s'enrichir. C'est-à-dire que, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans la sauveté de 2015, c'est intéressant, je fais le don parce que je me suis mal comporté
avec un type qui s'appelait Bernard. D'ailleurs, je l'ai un peu secoué. Il a peut-être filé un coup sur la tête. Donc, il faut qu'il paye. Il donne des terres, les gens donnent des terres ou de l'argent. Et donc, ça a permis à l'Église de s'enrichir et ça a permis de constituer un patrimoine important. Alors, est-ce que l'Église n'a pas joué un peu trop là-dessus pour essayer de récupérer davantage de biens? Ça se peut. En tout cas, il semble que ça a joué quand même son rôle de pacification. Alors, c'était lié à deux domaines. Il y avait le côté protection contre les invasions, contre les barbares de l'époque, si vous voulez, les soldats, les milices, on appelle, c'est-à-dire les chevaliers locaux qui se faisaient la guerre pour un rien entre villages. Et il y avait un autre lieu spirituel très important, c'est qu'on a développé une pastorale à ce moment-là, qui était la pastorale des reliques et des grands rassemblements, des grands pèlerinages autour des lieux où on assemblait les reliques. Et donc on allait beaucoup, par exemple, en pèlerinage à Rocamadour, à Conques, on en voit beaucoup dans le Quercy, mais on peut imaginer la même chose avec quelques lieux autour de Moissac, par exemple. Vous le voyez autour de, dans la fondation de la Sauveté en 1095, quand on fait la première allusion à la création de ce qui va devenir Saint-Nicolas de la Grave, on ramène les reliques et on fait jurer sur les reliques. Et à l'occasion, il y avait des grandes fêtes avec les représentants de l'Église, les représentants des pouvoirs locaux qui juraient ensemble de protéger la paix. Et ça se faisait dans ce contexte vraiment très religieux de dévotion, sûrement lié à la place des saints protecteurs. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que ces noms de sauveté, ils ont gardé chez nous le nom de quelques saints locaux. C'est-à-dire que vous avez Saint-Sardos, Saint-Nicolas, de la Grave, etc. Vous les repérez comme ça, ou Saint-Pierre ou autres, qui sont des noms de villages de sauveté, donc c'est quelques noms religieux qui sont restés de cette époque-là, de cette dévotion. Et c'est pour ça qu'on comprend aussi comment les abbayes qui vont naître, comme celle de Grancel qui va se développer à ce moment-là, vont jouer la même politique, et que donc pour attirer les fidèles et pour les faire venir vers leur abbaye et leur apporter des donations, ils vont créer des collections de reliques et des magnifiques reliquaires qui seront les lieux de dévotion, de pèlerinage, et attirant les foules qui venaient bien entendu pour recevoir des guérisons, des bienfaits. On venait toucher les reliquaires, quand on va toucher le rocher de la grotte, pour recevoir un bienfait et une protection. Et donc, ça jouait dans la piété. Dans la piété, ça jouait un très grand rôle de l'époque. Oui. C'est une question tout à fait d'actualité. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui. Est-ce que ce mouvement de population, de commerce et de commerçants n'est pas lié justement à une période de réchauffement? Alors, il y a eu une période de développement économique qui a été liée à un changement complet, on l'a dit, justement, dans ces années-là, après la 1100, dans l'histoire du climat, qui a eu un réchauffement qui a permis de meilleure production et une sorte de... C'est Georges Duby, il faut dire. Georges Duby dit avant l'an 1000, c'était la forêt partout, et il dit petit à petit, on voit surgir de partout des populations, et l'abbaye va donner des terres à défricher. Donc, la récolte aussi, les techniques de récolte, vous savez qu'ils inventent l'attelage, un système d'attelage différent, le développement des moulins, de l'industrie, etc. Ça, ce sont les cisterciens. Nous sommes les fils des cisterciens ici. C'est-à-dire ce sont les moines cisterciens, donc Grancel, qui vont le plus faire pour le développement des techniques agricoles. Et donc, ils vont être ceux qui vont, l'élevage par exemple. On voit l'arrivée de chevaux pour travailler dans les terres, etc. C'est eux qui le développeront, l'élevage des moutons, etc. Ils seront très forts. Les moutons, il fallait, vous savez pourquoi? C'est pour écrire, pour les parchemins. Et pour pouvoir écrire quoi que ce soit et faire des bibles et faire des livres de prière, il fallait des troupeaux de moutons entiers pour avoir les peaux. Donc il fallait beaucoup de richesses. Ça a été étudié merveilleusement par le monsieur Jean Dufour, qui a fait un livre sur les manuscrits de Moissac et les manuscrits illuminés de Moissac, et qui explique donc que pour fabriquer telle bible ou tel élément, il faut 200 moutons, etc. Il expliquait le cheptel qu'il fallait avoir, la puissance, donc, au point de vue économique, que ça représentait derrière, pour arriver à faire un beau livre. Donc, alors, il a étudié tout ça, c'est le Jean Dufour, il s'appelle. Parce que Moissac, la chance c'est quand même Moissac, c'est que Colbert, il a fait beaucoup, des statuts filières, Colbert, vous savez. Mais Colbert, ça a été un grand administrateur, et parmi les choses qu'il a fait bien, il a eu l'idée de sauver justement les manuscrits. C'est lui qui a envoyé le fameux Doat faire les copies partout, dans toutes les abbayes, dans toutes les villes, etc., qui a sauvé donc, par ses copies du XVIIe siècle les documents qui ont été brûlés ensuite. Mais pour Moissac,
il a été encore plus fort, Colbert, il a tout saisi. Parce que l'abbaye commençait à se séculariser, c'est-à-dire qu'il ne vivait plus selon la règle bénédictine, c'est à partir de 526, je crois, qu'ils sont passés au mode de vie des chanoines qui ne sont plus des bénédictins. Et donc Colbert a dit, plus que ça, je prends tous les bouquins. Et donc il a mis en bibliothèque royale. Et du coup, ils n'ont pas été dispersés à la Révolution, ils n'ont pas été brûlés, et on a les bons manuscrits de Moissac qui sont à la Bibliothèque nationale. Et ça, on le doit à Colbert. Ça, c'est intéressant. Il faudrait faire venir Chantal Freix, faire une conférence sur la conservation sur les manuscrits les plus beaux, etc. de Moissac. Elle connaît très bien le sujet. Moi, je peux vous le faire, mais je ne suis pas aussi fort qu'elle. Oui, pourquoi est-on allé chercher ça là, alors que Moissac, le Masronnier et c'est un mystère. Ah, c'est toujours un mystère. C'est un mystère, sauf que il y a quand même des coïncidences. C'est-à-dire que le fondateur de l'abbaye de Vincennes, Géraud de Sales, c'est un ermite qui vient de cette région. Il a fondé une congrégation, la congrégation de Dallon, dans laquelle il y a Cadouin, Dallon, et où a figuré dans la première abbaye de Vincennes, dépendait des ermites de Cadouin. Et ensuite, elle a été livrée clé en main en 1945 au passage de Saint-Bernard à l'abbaye de Cîteaux, dans la famille de Clairvaux. Donc au départ, il y a des Périgourdins, il y a une forte imprégnance arrivée là de Périgourdins pour fonder Vincennes. Même chose avec le Perche. Les deux premiers abbés influents, les Jaoffré de Belle-Perche, viennent du Périgord. Donc, qu'est-ce qu'il explique les ailleurs? Est-ce qu'il y en avait plus qu'ailleurs? Est-ce qu'ils avaient l'esprit de conquête ou est-ce qu'ils... Je ne sais pas. Là, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est l'occasion d'un abbé de Moissac qui avait des affinités particulières à cette région qui a voulu les faire venir? Peut-être on trouvera un jour la clé, à force de merveilles. Bon, ils n'ont pas laissé leur mémoire. Il y avait des ermites. Oui, les ermites, c'était indépendant des moines en culture. Alors, ils vivaient avec l'idée. Les ermites, en fait, c'est l'idée de sortir du confort d'une abbaye qui commençait. Ils trouvaient que c'était trop luxueux. Tu vois, lorsque Pierre d'Amiens, par exemple, qui est un ermite italien, est passé à Cluny, il est revenu furax en Italie et il a crié comme un fou en disant que c'était les moines qui vivaient trop luxueusement, qui buvaient du vin, qui faisaient trop la fête. Hein. Alors, c'est pas trop la fête, hein. Enfin, voilà, et tout. Hein. Bon. Et donc, les ermites, ils veulent aller vers l'austérité davantage. Et donc, pour être austère, on s'enferme au fond du bois, hein, en solitaire. Hein. Sauf que, comme on est austère, solitaire, pieux, et qu'on fait des miracles, il vous arrive du monde de partout. Et au moment, ils sont obligés de partir plus loin, et de fonder plus loin. On appelle ça fuir et fonder. C'est-à-dire, on fonde quelque part et on va plus loin se cacher. Et chaque fois, on laisse quand même des traces, un petit ermitage, etc. Et petit à petit, on fait une famille d'ermites. Et on crée une nouvelle congrégation. Ça a été le cas du fameux Géraud de Sales, en lien avec le fameux Robert d'Abrissel, le fondateur de Fontevraud. Ils sont très copains tous les deux, et ils éculent toute la région. Et c'est eux deux, je pense, qui sont les responsables à la fois de la fondation de Vincennes et la fondation aussi de toutes les abbayes qui dépendaient de Fontevraud, puisque nous avions la chance aussi d'avoir dans la région autour de Toulouse plusieurs prieurés comme l'Espinasse à côté de Toulouse, comme Saint-Aignan, Bragéirac, ça s'appelait, à côté de Castel-Sarrazin, et Longage de l'autre côté là-bas, du côté de Muret. Vous voyez, donc, ils sont présents là aussi, les ermites, et c'est le même idéal de pauvreté, le même idéal de recherche de la solitude et le temps d'imprégnation, parce qu'ils avaient une autre qualité, les ermites. On les appelait ermites prédicateurs, c'est-à-dire qu'eux, ils allaient au contact des populations locales, et ils avaient sûrement, c'est eux qui ont converti les gens, c'est eux qui ont planté les églises, qui ont créé les paroisses, c'est vraiment eux qui sont à l'origine de l'évangélisation. Ils sont à l'origine de deux choses. De l'évangélisation qui se fait dans le bon sens, alors, ils sont souvent chanoines, ils ont renoncé à être chanoines dans une grande église à Bourges ou ailleurs, et ils viennent faire les pitoires à la campagne, il faut convertir les gens. Bon, donc, austèrement, ils sont doués. Voilà. Sauf que dans le lot, il y en a quelques-uns qui, je ne sais pas si ça devait être au Champagne ou quoi, mais ils divaguent. Et donc, c'est aussi à l'origine de l'hérésie. C'est-à-dire que les premiers signes de déviation qui vont annoncer le catharisme, c'est un certain Pierre de Brice, je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le premier condamné à Toulouse dans ce fameux concile dont on parle dans les années 1920, et on va arriver ensuite le fameux, je crois que c'est Henri.
Henri, qu'on appellera Henri de Nantes, Henri de Toulouse ou Henri de Lausanne. Donc, pour dire tout l'endroit où il va se trouver, il vient de la région lui aussi, de la région de Fontevraud là-bas, et il est un de ceux qui va amener le premier une contestation de l'Église en place et la naissance de mouvements qui va être à l'origine du catharisme. Donc, ces ermites prédicateurs, ils ont un rôle très important dans la vie de l'Église à l'époque, et ils sont à l'origine des mouvements réformateurs. Ils sont toujours avis de réforme. Et donc, si on ne peut pas faire la réforme à l'intérieur de l'Église, on fait à l'extérieur. Et ils ont développé des comportements donc, évangéliques qui vont être à l'origine de Saint-Dominique ensuite et de Saint-François, qui seront les deux grands saints qui vont amener cet esprit de réforme à la tête alors de l'ensemble de l'Église avec la création, mais nous sommes déjà en 1200, 1210, 1215, avec Saint-Dominique et Saint-François, 1209 Saint-François, 1215 Saint-Dominique. Nous sommes déjà un siècle après, c'est de notre monde, c'est le monde des villes. À ce moment-là, le christianisme va gagner et se développer à partir des villes. Comme on le fait aujourd'hui, on est en train de mourir dans les campagnes, et on peut-être plus de religion, bientôt d'ici 30 ans, mais on aura peut-être encore un peu dans quelques villes. C'est ce que je prédis, en tant qu'historien. Allez, il faut faire ce qu'on peut, c'est-à-dire que les campagnes qui sont là. Plus de questions? Il me reste à remercier infiniment M. l'abbé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je voulais vous signaler que si vous voulez revoir ou réécouter la conférence, vous pouvez le faire sur notre site, puisqu'elle est enregistrée. Voilà. Donc, est-ce que les flyers... Ils sont à l'entrée. Les flyers sont à l'entrée où il y a notre site. Voilà. Je vous signale que la prochaine conférence de la Société archéologique, le mercredi 12 avril, mais c'est le mercredi 5, elle aura lieu à 17h à Montauban. Elle sera sur l'église du Faux, la petite église du Faux à Montauban, avec le fait qu'elle a été un des laboratoires de création d'un art moderne en décoration d'église. Il y a des peintures donc, qui sont assez originales, qui avaient fait beaucoup crier à l'époque, et qui est un essai de décoration donc, qui sortait de l'ordinaire, qui sortait du style Saint-Sulpicien, et qui était de l'art moderne donc, au faux. Et donc, on aura une présentation de ces peintures de l'art religieux de l'époque. Voilà. C'est 1950. Notre prochain rendez-vous, c'est le 12 avril, c'est l'Assemblée Générale. C'est le 26 mars. Et le 26 oh, pardon, mars. le C26, excusez-moi. C'est aujourd'hui le 12 avril. Voilà. Donc le 26 avril, c'est l'Assemblée mars. Heureusement que je suis là. Heureusement que tu es là. Oui. Merci. Tu es notre calendrier. Et parce que le 9 avril, le 9 avril, nous avons une conférence sur le Tarn-et-Garonne vers l'aviateur. Voilà. Ce coup-ci, je me suis pas trompée de date. Il y a des choses qui sont écrites, parce que tout le point de départ, ça a été publié dans un livre sur le Tarn-et-Garonne. C'est là où j'ai écrit le plus de choses sur le Moyen-Âge. Pourquoi je me suis dit là, j'ai déjà pour moi? Je vais pas le souvenir là. Éteint.